Je voudrais d'abord saluer Madame la directrice, hein, c'est ça, de la Commission européenne. C'est très bien que vous soyez là, j'aurais des choses à vous dire. Monsieur le Président de l'INRA, Monsieur le Président de l'UMR, de Dijon, vous avez dit que Dijon était au centre du monde. Quelle bonne nouvelle. Alors, François Rebsamen est en retard, il va falloir lui répéter. Je suis aussi, moi, très heureux parce que j'ai choisi de venir à l'occasion de votre colloque et en tout cas, après les one-man shows, le showroom, sur les sols. La question des sols, à la fois vue sur l'angle de la biodiversité, vue aussi sur un angle agricole, vue sous un angle agroécologique, vue sous un angle tout simplement de ce qui représente la majorité des surfaces sur lesquelles on peut vivre aujourd'hui, ça fait partie d'un enjeu spécifique. Enjeu spécifique qui est lié à ce qu'on a appelé l'agronomie, qui a eu des heures de gloire, a pu connaître quelquefois des oublis, et qui, je le crois, aujourd'hui revient à l'ordre du jour. Et c'est pourquoi je suis très content aussi que des jeunes chercheurs soient ici, à l'occasion de ce colloque, à l'occasion des discussions qui portent sur la question des sols, parce que ça fait partie des enjeux globaux de la mutation qui est en cours. La grande question liée à l'agroécologie, on appellera certains avec peut-être d'autres termes, mais ce terme commence à porter à l'échelle nationale, puisqu'il est dans la loi maintenant française. Il porte aussi, je le dis, à l'échelle internationale, puisque dans un symposium il y a 2 mois, la FAO a acté le fait que les stratégies agroécologiques font partie de la stratégie liée aux défis alimentaires à l'échelle mondiale. Ce n'est pas encore le cas à l'échelle européenne, mais c'est pourquoi je disais que j'avais des choses à dire. Je pense que sur ce sujet, on a, et j'avais dit que la France devait prendre là une place spécifique, importante, de leader dans ce domaine, il y a là un débat qui s'ouvre. Et il s'ouvre parce qu'il a vocation aussi à modifier un certain nombre de choses. Vous savez, j'étais tout de suite à Hauteville, dans un village au-dessus de Dijon, pour discuter avec des agriculteurs sur les enjeux de la mise en œuvre de la politique agricole commune, bien sûr sur les difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui et qui sont importantes. Et on parlait en particulier de la mise en œuvre des MAE qu'on négocie avec la Commission et des objectifs globaux, à la fois du verdissement, mais surtout de l'objectif de l'agroécologie. Et dans cet objectif-là, la place des sols est une place essentielle. Pourquoi il y a une mutation qui est en cours? Pas parce que simplement, politiquement, on en déciderait, mais parce que je crois aussi que les modèles que nous avons connus depuis 30-40 ans arrivent à un moment où on doit se poser la question de savoir s'ils sont pérennes, c'est-à-dire s'ils sont capables de durer dans le temps, ou si on est à un moment où de toute façon, il va y avoir des évolutions absolument nécessaires, compte tenu du fait que ces modèles, eh bien, ils arrivent aussi à connaître un certain nombre de limites. Quelles sont les limites? On peut le constater. Les rendements, depuis 10-15 ans, n'ont pas évolué au niveau des céréales en particulier. On s'aperçoit de plus en plus d'un certain nombre de résistances à un certain nombre de produits phytosanitaires ou chimiques, ou molécules chimiques. Résistances qui deviennent souvent des éléments extrêmement difficiles à surmonter. Je regardais les dernières études qui nous sont arrivées des États-Unis. Je regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Vous savez qu'un certain nombre d'OGM avaient été conçus pour résister à certains herbicides, en particulier les glyphosates. Aujourd'hui, les résistances à cet herbicide font qu'on est obligé de renforcer l'armement chimique pour pouvoir réduire un certain nombre d'herbes résistantes à ces herbicides. C'est la preuve qu'il y a un moment où on continue un surarmement chimique, où on change de logique. L'agroécologie, c'est changer de logique. C'est d'utiliser d'abord les mécanismes naturels pour les mettre au service de ce qu'on a besoin pour produire en agriculture. D'abord de revenir à l'idée qu'un sol, ça doit être c'est pas simplement un support, mais c'est quelque chose qui doit nourrir la production agricole. Qu'un sol a sa propre logique biologique, a sa propre vie microbienne, macrobienne d'ailleurs aussi.
Et que ce complexe, qui est celui du sol, ça avait été dit par Bourguignon il y a longtemps, a des vertus productives. Et plus on sera capable de monter le niveau de ces vertus productives, et plus derrière, on pourra améliorer aussi le niveau de la production agricole. C'est ça le débat aujourd'hui. Et c'est la capacité qu'on a, au travers de tous ces éléments naturels, en particulier ceux liés à la biodiversité, de faire en sorte, dans les sélections qu'on peut faire, dans l'organisation qu'on va mettre en œuvre, eh bien, ça nous soit utile à la production agricole. Et que ça nous permette d'ailleurs de limiter le recours à ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs des intrants, ou des molécules chimiques, ou des apports extérieurs, en faisant en sorte que les écosystèmes, et celui du sol en est un, soient au service de la production agricole. Dans ce domaine, il y a, je l'ai dit, des micro-organismes, toute une biodiversité, des macro-organismes, et les vers de terre, suite à la conférence environnementale, sont devenus célèbres, puisque j'ai annoncé qu'ils travaillaient gratuitement. Et c'est souvent le cas des mécanismes naturels. On n'est pas obligé de les payer. Donc on a tout intérêt à penser avec eux la capacité qu'on a ensemble à trouver des solutions productives. Et c'est ça qui me paraît être le message le plus important. On redécouvre les sols parce qu'on redécouvre un écosystème entier sur lequel il faut travailler et avec des objectifs qui sont ceux de la production agricole. Alors il y a ici un certain nombre d'associations, j'en connais une assez bien, l'APAD, qui travaille depuis longtemps sur ce qu'on appelle les techniques de conservation des sols. Qu'est-ce qui fait qu'un sol va garder sa biodiversité ? Qu'est-ce qui fait qu'un sol va pouvoir développer ses potentialités ? Eh bien, le premier point qu'il faut avoir en tête, c'est que moins on le travaille, moins on le bouleverse, plus il peut justement assurer son propre développement et sa propre logique de développement en termes de biodiversité et surtout de matière organique. Pour faire ça, il faut le travailler un peu moins, et puis surtout, il faut le couvrir. Il faut qu'il soit couvert, ce sol. Le labour a eu une utilité majeure dans l'histoire de l'agriculture. Il était lié en fait au désherbage à l'origine. Alors après, on a connu des désherbants. Mais l'étape qui vient, c'est celle qui consiste à dire que ce qu'on peut mettre sur le sol, ce qui peut le couvrir, ça peut être tout à fait des systèmes utiles là aussi à la production agricole. Et ces systèmes peuvent se suivre les uns derrière les autres. C'est-à-dire que la couverture continue des sols permet de protéger les sols, permet de leur assurer l'humidité nécessaire, permet de leur assurer leur développement microbien nécessaire. Et puis au bout du compte, parce qu'il est couvert, le sol, il permet aussi de développer un certain nombre de productions différentes, des rotations. Et ça rentre dans le cadre de la politique agricole commune, puisqu'on a un objectif de rotation plus grande des productions. Eh bien, plus vous allez dans ce sens-là, plus vous pouvez faire correspondre les objectifs de rotation, de diversification des utilisations variétales avec des objectifs de production et de biodiversité dans les sols. Et c'est une vraie révolution, une vraie, en tout cas, mutation. Un processus qui prend du temps parce que culturellement, ça choque. Vous vous rendez compte qu'après Sully, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, on vient de dire, mais le labourage, labourer, ce n'est pas forcément utile. Vous vous rendez compte de tous les petits restaurants qu'on avait dans les campagnes, le petit laboureur, au bon petit laboureur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Au bon petit ver de terre. Parlez d'un truc, on ne va pas inviter beaucoup de monde au restaurant avec ça, mais c'est quand même ça l'enjeu. Il y a une mutation culturelle. Elle n'est pas facile à faire pour les agriculteurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'appuie sur ce qui était dit, les démonstrations. Il faut qu'on s'appuie sur ceux qui ont été ce qu'on appelle, depuis le rapport de Marion Guilloux, des pionniers. Des gens qui ont cherché tout seuls à se dire comment je faisais pour éviter de matraquer trop mes sols, comment je faisais pour éviter l'érosion hydraulique qui est liée à des sols sans couverture. Vous n'avez qu'à regarder quand il y a des pluies d'orage sur des sols qui viennent d'être labourés, c'est des quantités de terre qui vont dans les fossés. Sur l'érosion éolienne, couvrir des sols, ça permet de lutter contre ces éléments-là. D'ailleurs, à l'origine, les techniques culturelles simplifiées, elles sont parties d'endroits où il était difficile de labourer, Québec, parce que le gel puis le dégel
c'est pas ce qu'il y a de mieux pour pouvoir labourer, ou dans des zones comme l'Amérique latine, où la légèreté des sols faisait que lorsque vous les travailliez, eh bien, vous faisiez faire une érosion éolienne massive et majeure. J'indique d'ailleurs que l'Europe a vu 25% de ses sols se dégrader depuis 20 à 30 ans. Ce n'est pas simplement un enjeu, je l'ai dit, productif pour ce qui me concerne, oui, mais c'est aussi un enjeu majeur par rapport à une dégradation de situation. Mais dans le débat sur l'agroécologie, c'est justement de cette logique de la lutte contre la dégradation à la logique de la lutte offensive en utilisant les mécanismes naturels qu'il faut qu'on fasse ensemble. Arrêtons de considérer qu'on a comme vocation à corriger les effets négatifs de ce qui a pu être fait pendant 30-40 ans et pensons le système de manière globale pour qu'il produise à la fois des effets en termes de production agricole et en même temps en termes environnementaux. C'est ce qu'on appelle la double performance. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie. Et en s'appuyant sur les mécanismes naturels d'abord. Et le fait qu'il y ait ce colloque, c'est pour ça que j'ai souhaité y venir, c'est pour insister. C'est que ce processus sur l'agroécologie, je l'ai dit, c'est à la fois s'appuyer sur des changements de modèle de production, techniques, c'est aussi changer les modèles de recherche, et l'INRA s'engage, et ici à Dijon, avec l'UMR sur l'agroécologie, on est en train de se donner des moyens d'investir cet espace nouveau de la recherche. Parce qu'il n'y aura pas cette mutation s'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas de recherche. Ça, l'idée que ça consisterait simplement à copier ce qui s'était fait dans le passé, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Pour les jeunes chercheurs aujourd'hui, c'est au contraire un véritable enjeu. Et je le crois un défi, et je le crois un intérêt, et je le crois une motivation pour s'engager dans cette nouvelle aventure scientifique liée à cette performance économique et environnementale. C'est une capacité de redécouvrir ce qui est au fond l'essentiel, c'est-à-dire les mécanismes naturels, pour les rendre utiles à ce qui nous est, à nos yeux, essentiel, c'est-à-dire la capacité qu'on a à produire et à nourrir la planète et les hommes. Vraiment, il y a là un lien très fort qui doit nous motiver tous. En tout cas, c'est ce qui nous motive, nous. Et c'est ce qui fait que rechercher autrement, ça va avec produire autrement, ça va aussi avec enseigner autrement. Parce qu'à partir de là, il faut aussi être capable de diffuser le savoir. Et en même temps, développer autrement, c'est tout le débat qu'on a avec le modèle de développement agricole qui doit intégrer ces phases pionnières et les diffuser. J'insiste sur cette question. Et sur l'enjeu pour les sols, leur rôle, c'est à la fois ce que je disais, la capacité à être eux-mêmes un outil de production. C'est aussi dans le débat sur le réchauffement climatique, à la veille de la COP21 en France, une capacité à stocker aussi des gaz à effet de serre. Et là, il y a du potentiel important. Plus on développe la matière organique des sols, et plus il y a du potentiel de stockage de gaz à effet de serre. Et ça, c'est aussi, pour moi, pour nous, un enjeu dans l'année qui vient, comment l'agriculture contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, j'en terminerai avec cette idée que dans ce débat, pour l'agriculture et les agriculteurs, c'est l'idée que, c'était Griffon qui disait ça, chercheur de l'INRA, concepteur de l'agriculture écologiquement intensive. Vous savez, en moyenne, la surface de la terre sur laquelle on produit, en épaisseur, c'est à peine 60 à 70 cm, en moyenne sur l'ensemble de la surface de la planète. Donc si on ne préserve pas les 70 cm sur lesquels on peut produire, eh bien, on est sûr d'aller à l'échec. Donc pour toutes ces raisons, le fait qu'il y ait ce colloque aujourd'hui, le fait qu'on continue et qu'on commence à ouvrir des discussions, qu'on ouvre des champs de recherche nouveaux, qu'on s'engage pleinement avec la motivation, je vous l'ai dit tout de suite, qui va avec pour changer les choses, assurer cette mutation, c'était une raison pour que je sois ici, sachant que ça aura des conséquences aussi au niveau européen, parce que les modifications des modèles de production, la reconfiguration de la couverture des sols, ça fait que les directives nitrates, un certain nombre de règles et de normes qui existent aujourd'hui ne sont plus adaptées. Et qu'il va falloir les faire évoluer. Parce que derrière la couverture des sols, vous n'avez pas de lessivage, il n'y a pas de nitrate. Quand je pense qu'aujourd'hui en France, on met des bandes enherbées de 10 mètres auprès des rivières pour empêcher les nitrates d'aller dans la rivière, si vos sols sont complètement couverts, il n'y a pas besoin de 10 mètres. Et couvert tout le temps, ça fixe de l'azote.
Et d'ailleurs, les sols, plus leur matière organique augmente, plus ils ont besoin d'azote aussi. Et c'est ça qui fait qu'on est à la veille de champs importants de modification et qu'on a des discussions à engager, mais qu'on a besoin de la recherche, qu'on a besoin de ces colloques, qu'on a besoin de ces échanges. C'est comme ça que ça commence. Les grands mouvements commencent comme ça, avec au départ des pionniers qui lancent des idées, et puis après, ça entraîne et ça finit par engager l'ensemble de la société. Et c'est pourquoi Dijon est aujourd'hui le centre du monde et que nous redécouvrons ensemble à Dijon les sols, les vers de terre, les microbiologies et la macrobiologie. Tout ça pour le bonheur des jeunes chercheurs qui sont aussi rassemblés. À vous, jeunes chercheurs, vous avez une part de la responsabilité de l'avenir de l'agriculture et de l'humanité. Bravo.